Des paysages désolés, des gaz nocifs, des gens avalés par le sol qui s'ouvre sous leurs pieds. Non, ce n'est pas la description d'une scène d'un film d'horreur. C'est le quotidien de Centralia, en Pennsylvanie, une ville fantôme rayée des cartes, pour la simple et bonne raison qu'il brûle depuis 1962, depuis 57 ans donc. Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, elle existe bel et bien, et continue de brûler à l'heure actuelle. Si vous voulez en savoir plus, c'est parti! Il n'y a pas de monstres, ni de malades mentaux échappés d'un asile errant dans les rues de cette ville minière abandonnée. Mais cela n'en fait pas moins un décor de film d'horreur, et une destination touristique très sinistre. Si vous ignorez les barricades et les avertissements semés tout au long de la route 61, l'autoroute abandonnée qui y mène, vous trouverez alors une ville en ruine, baignant dans une fumée omniprésente, et qui était autrefois la demeure de milliers de personnes, victimes de l'orgueil et de l'inconscience qui ont conduit à la construction d'une ville, juste au-dessus d'une mine de charbon. Si ce paysage vous semble familier, c'est parce que la ville a servi de modèle pour Silent Hill, un jeu d'horreur psychologique qui a révolutionné le genre. Centralia est la version réelle de la ville fictive Silent Hill. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une ville prospère se transforme en ville fantôme sinistre, inspirant des classiques de l'horreur? Centralia était autrefois célèbre pour ses grands gisements de charbon et son activité minière. Après la construction d'un chemin de fer, les gisements de charbon sont devenus un atout majeur, offrant de nombreuses opportunités pour gagner sa vie. Plusieurs mines ont ouvert entre 1856 et 1865, et la ville se développait très vite, attirant de plus en plus de personnes qui venaient s'y installer. Selon les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, elle a atteint son apogée en 1890, avec 2761 habitants. À ce moment-là, elle comportait 7 églises, 5 hôtels, 27 saloons, 2 théâtres, une banque, un bureau de poste et 4 magasins. Des événements historiques, tels que la Première Guerre mondiale et le crash boursier de Wall Street en 1929, ont affecté la production de charbon, et les mines ont lentement réduit leur production. Certaines avaient même fermé. Mais des mineurs clandestins y entraient toujours, et utilisaient des techniques dangereuses pour extraire le charbon. Le pillar robbing par exemple, littéralement le vol de piliers, qui consiste à extraire le charbon des piliers laissés dans les mines pour supporter leur toit. Cela a causé l'effondrement de plusieurs mines inactives, ce qui a encore plus compliqué la prévention des feux de mine. Le conseil municipal de la ville s'est efforcé de sceller les mines, et a réussi à obtenir les droits exclusifs sur le charbon situé sous Centralia, via une loi d'État adoptée en 1949. Cet événement est à l'origine de nombreuses théories du complot, sur la cause de l'incendie qui allait ravager les mines par la suite, et qui affirmait qu'il n'était pas accidentel, mais bien volontaire. La catastrophe débute en 1962, lorsqu'un gisement souterrain de charbon prend feu. L'origine exacte de l'incendie demeure incertaine à ce jour. Une version dit qu'un site d'enfouissement, situé près du puits d'une mine abandonnée, était régulièrement nettoyé, en y mettant le feu et en le laissant brûler pendant un certain temps. Mais le 27 mai 1962, le feu n'aurait pas été complètement éteint, et une fissure non scellée dans le sol lui aurait permis de pénétrer dans le labyrinthe des veines de charbon abandonnées sous Centralia. Selon une autre version, un camion benne déversant des cendres fumantes dans le puits d'une mine abandonnée y aurait mis le feu par accident. En raison de l'ampleur du phénomène, de ses conditions, sachant que le charbon anthracite brûle lentement et de manière constante, et des tentatives infructueuses pour l'éteindre, les gens ont vite compris que cet incendie allait durer longtemps. Le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour tenter de l'éteindre. Ils ont essayé de nombreuses méthodes. Inonder les mines, creuser des tranchées, déterrer la matière en combustion, mais absolument rien n'a fonctionné. Le feu brûlait toujours. Et pire encore, il continuait d'avancer. Et malgré la menace des gaz toxiques, des émanations nocives de monoxyde de carbone, de la fumée et des fissures partout dans la ville, les habitants ont continué d'y vivre. Ce n'est qu'après 2 incidents que les gens ont commencé à prendre conscience du danger que représentait cet incendie. Le premier s'est déroulé en 1979, lorsque le maire de la ville, propriétaire d'une station d'essence,
a inséré une jauge dans l'un de ses réservoirs souterrains pour vérifier le niveau de carburant. En la retirant, elle lui a semblé anormalement chaude. Il a donc abaissé un thermomètre à l'intérieur via une chaîne et a été choqué de découvrir que la température de l'essence était de 78 degrés Celsius. Le deuxième incident, qui a provoqué l'alerte générale, s'est déroulé en 81. Un jeune habitant de 12 ans, Todd Domboski, est tombé dans un gouffre qui s'était soudainement ouvert sous ses pieds, qui faisait 1 mètre de large et 46 mètres de profondeur. Le garçon a été sauvé in extremis par son cousin de 14 ans, qui se trouvait heureusement avec lui, et l'a tiré à temps hors du trou, qui dégageait un panache de vapeur chaude très dense. La vapeur a été testée, et il s'est avéré qu'elle contenait un taux mortel de monoxyde de carbone. Jugeant la situation sans espoir, l'État a décidé de tout bonnement condamner la ville. Il a fallu encore dépenser plus de 42 millions de dollars pour la relocalisation des habitants. La grande majorité des résidents a accepté les offres de rachat du gouvernement, et plus de 1000 personnes ont été déplacées en dehors de la ville, et 500 constructions ont été démolies, mais quelques habitants persistaient toujours à y vivre. En 1992, le gouverneur de Pennsylvanie, Bob Casey, a lancé une procédure d'expropriation concernant tous les biens de la ville, condamnant par la même occasion tous les bâtiments encore debout. Les habitants restants, convaincus qu'il s'agissait d'un complot de l'État pour s'approprier le charbon, ont mené une action juridique pour lutter contre la décision, mais sans résultat. En 2002, le code postal de Centralia fut supprimé. À ce moment-là, aucune école, aucun bureau de poste, aucune route n'était encore en service. Et le seul moyen d'entrer dans la ville était à pied, au risque et péril des rares personnes qui s'y aventuraient. En 2009, la procédure formelle d'éviction des derniers résidents de Centralia fut lancée. L'incendie s'était étendu jusqu'au village de Burnsville, et ce dernier a également dû être abandonné. À l'heure actuelle, Centralia est une ville fantôme, et presque plus personne n'y vit. Quelques maisons sont encore debout, mais la plupart des bâtiments abandonnés ont été démolis ou ont été reconquis par la nature. Dans la ville même, c'est un spectacle d'apocalypse. Les routes sont complètement fissurées, et de la fumée s'en échappe constamment. La ville baigne dans un brouillard permanent. Personne ne peut y rester longtemps, même en plein air, sous peine de mourir asphyxié par les émanations toxiques. La végétation dans la ville a été complètement tuée par les gaz. Et comme si ce n'était pas assez glauque, il y a d'étranges rumeurs qui entourent la ville. Des explorateurs urbains ayant visité l'endroit ont rapporté plusieurs fois avoir entendu une voix provenant du brasier en dessous d'eux. De plus, le seul bâtiment qui n'a été touché ni par le feu, ni par la fumée et les émanations toxiques est une église catholique, perchée au sommet d'une petite colline. Ça aurait pu être une simple coïncidence, si ce n'est la légende qui courait dans la ville. Dans les années 1860, une société secrète irlandaise, appelée Molly Maguires, responsable de plusieurs crimes et violences, sévissait à Centralia. Et en 1869, 3 de ses membres ont agressé le père Daniel Ignatius McDermott, le premier prêtre catholique romain à vivre à Centralia. Ce dernier aurait maudit la terre, en guise de représailles. Il aurait apparemment dit qu'il arriverait un jour où l'église catholique romaine serait la seule structure restante à Centralia. Et, comme vous pouvez le constater, il n'a pas tort. Coïncidence ou véritable malédiction, on ne le saura jamais. Cette église est toujours active et organise des services le dimanche. Environ 50 paroissiens s'y déplacent à chaque fois. D'où sortent tous ces gens? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais le spectacle de cette ville vide et enfumée, avec une église toujours active et plusieurs dizaines de fidèles, me fait froid dans le dos. Aujourd'hui, presque 60 ans après l'incendie de la mine, le feu brûle toujours et ne montre aucun signe de faiblesse, bien au contraire. Il s'étend désormais sur des centaines d'hectares, et selon des experts, il reste suffisamment de charbon dans la mine pour que le feu brûle encore pendant plus de 2 siècles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!